Imagine que tu as un satellite, peut-être pour observer la Terre ou pour communiquer. Peut-être que tu construis une constellation. Et maintenant, tu te demandes comment ce truc va aller en orbite. La réponse est plus compliquée que la plupart ne le pensent. Parce que ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question de masse, d'orbite, de fiabilité, de géopolitique, d'assurance, de disponibilité et parfois tout simplement de savoir si tu as même le droit de mettre ton satellite sur une certaine fusée. Aujourd'hui, je vais te présenter tous les lanceurs pertinents sur le marché mondial, avec les prix, les charges utiles et les considérations stratégiques. Et je vais te montrer pourquoi la fusée la moins chère n'est pas toujours la bonne. Je m'appelle Sirvan et voici Chronique de Mars. Avant de commencer, tu dois savoir quelque chose sur les orbites. Avant de pouvoir comparer les prix, il faut clarifier quelle est réellement la destination. Parce qu'un prix de lancement sans indication de l'orbite cible est aussi utile qu'un prix de billet d'avion sans indication de la destination. L'orbite terrestre basse, en anglais Low Earth Orbit ou LEO, se situe entre 200 et 2000 km d'altitude. C'est ici que tourne l'ISS, les satellites Starlink et d'observation de la Terre. C'est la destination la plus abordable et le plus grand marché. L'orbite héliosynchrone SSO est une orbite polaire spéciale où les satellites tournent autour de la Terre de manière à survoler chaque point de la surface terrestre toujours à la même heure locale. Idéal pour les satellites d'observation de la Terre nécessitant un éclairage constant, par exemple. Techniquement plus difficile à atteindre que l'orbite basse terrestre. Ensuite, il y a l'orbite terrestre moyenne, ou MEO, entre 2000 et 35 800 km d'altitude. C'est le domaine des satellites de navigation. GPS Galileo, GLONASS, Beidou, ils orbitent tous en MEO. Typiquement à environ 20 000 km, la raison est simple. Depuis cette altitude, un seul satellite voit une partie beaucoup plus grande de la surface de la Terre que depuis une orbite basse. Suffisant pour fournir des signaux précis. On a besoin de moins de satellites pour une couverture globale qu'en orbite basse, mais plus qu'en orbite géostationnaire. Nous y reviendrons dans un instant. Le compromis entre couverture, temps de transmission du signal et taille de la constellation fait de l'orbite moyenne le point idéal pour la navigation. Et depuis peu, également pour une nouvelle génération de constellations à large bande qui souhaitent offrir une latence plus faible que les systèmes géostationnaires, mais en nécessitant moins de satellites. L'orbite de transfert géostationnaire, ou GTO, est l'étape intermédiaire sur le chemin vers l'orbite géostationnaire. Donc, à 35 786 km d'altitude, où un satellite tourne avec la Terre et semble toujours rester au-dessus du même point de la Terre. Satellite de communication, satellite météorologique, mais aussi télécommunication et espionnage. C'est la destination régulière la plus chère sur le marché commercial. Et puis, il y a l'orbite lunaire, la trajectoire vers Mars et les points de Lagrange, mais ce sont des marchés de niche pour des missions scientifiques. Pourquoi est-ce important? Parce que la même fusée a des capacités de charge utiles complètement différentes selon l'orbite cible. Une Falcon 9 peut transporter 22 800 kg en orbite terrestre basse, LEO, mais seulement 8,3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, GTO. C'est presque 3 fois moins. Le prix reste le même, mais tu achètes nettement moins de performance. En d'autres termes, le prix au kilo augmente. C'est le chiffre le plus important que tu dois comprendre. Coût par kilogramme. Dans le secteur spatial, on mesure l'efficacité, entre autres paramètres, en coût par kilogramme de charge utile en orbite. Ce chiffre a radicalement changé au cours des 20 dernières années. La navette spatiale coûtait environ 54 500 $ par kilogramme pour atteindre l'orbite terrestre basse. Ce n'est pas une exagération, c'était le chiffre réel amorti lors des missions navette moyenne. 1 kilogramme en orbite, cela coûte autant qu'une bonne voiture. Aujourd'hui, on achète une place sur un lancement partagé chez SpaceX, donc une place sur une mission Falcon 9 déjà prévue pour environ 6 000 $ par kilogramme. Pour une mission dédiée, c'est-à-dire une fusée entièrement pour un client, le prix est d'environ 4 000 $ par kilogramme. C'est une réduction d'un facteur de 10 à 14 par rapport à la navette spatiale. En 20 ans, et avec Starship,
Si cela fonctionne comme prévu, à long terme, on parle de moins de 100 dollars par kilogramme. Peut-être même bien en dessous. Ce serait une réduction supplémentaire d'un facteur 40. Même avec un ravitaillement en orbite, Starship surpassera tout. Pour l'industrie spatiale, c'est un véritable séisme. Toute discussion sur les prix des fusées commence avec SpaceX, parce que SpaceX est la référence. Tous les autres doivent se mesurer à eux. La Falcon 9 est la bête de somme. Le prix catalogue était de 74 millions de dollars en 2025 pour une mission dédiée. Cela fait environ 3200 dollars par kilogramme à pleine capacité. En pratique, de nombreux clients achètent des places de lancement partagées sur des missions Starlink déjà planifiées pour 6000 dollars par kilogramme. Mais pour cela, ils partagent la fusée avec d'autres. L'avantage décisif de la Falcon 9 n'est pas son prix, c'est sa fiabilité et sa cadence. En 2025, SpaceX a effectué 165 lancements de Falcon 9. Cela signifie qu'en tant que client, tu obtiens une fusée abordable qui vole plusieurs fois par semaine. Son booster a déjà volé 30 fois. L'opérateur dispose de procédures bien rodées. Remise en service en 13 jours. C'est une efficacité opérationnelle à un niveau qu'aucune autre entreprise au monde n'atteint, même de près. Même s'ils disent pouvoir le faire. La Falcon Heavy, c'est la Falcon 9 multipliée par 3. Littéralement, car elle se compose de 3 étages centraux de Falcon 9 assemblés. Prix catalogue, environ 90 millions de dollars. Dans la version partiellement réutilisable, 54 400 kg en orbite basse. Cela fait environ 1700 dollars par kilogramme. Pour les missions en orbite de transfert géostationnaire ou à forte énergie, c'est la solution la plus efficace du marché. Petite pause. Si cette vidéo t'apporte déjà quelque chose, alors appuie sur l'icône en forme de cœur si tu l'as. Sinon, un like, un abonnement ou un commentaire aident aussi énormément la chaîne. L'algorithme va décider dans les prochaines minutes s'il va diffuser cette vidéo ou non. Et tu participes à cette décision. Merci à toi. Et maintenant, on continue. ULA, ou United Launch Alliance, une co-entreprise de Boeing et Lockheed Martin, a été pendant des années le seul fournisseur américain sérieux aux côtés de SpaceX. Avec la Vulcan Centaur, ULA a construit un successeur pour l'Atlas V et la Delta IV Heavy. La Vulcan coûte entre 100 et 140 millions de dollars. La charge utile en orbite basse terrestre est de 27 200 kg. Plus que la Falcon 9, cela fait environ 4000 dollars par kilogramme. Donc plus cher que SpaceX pour une charge utile similaire. Tu te poses probablement la question suivante. Pourquoi existe-t-elle encore? Excellente question. Sécurité nationale. Le gouvernement américain souhaite au moins 2 options d'accès indépendantes aux orbites critiques. ULA a reçu un contrat de 5,3 milliards de dollars pour 19 missions dans le cadre du programme National Security Space Launch ou NSSL. C'est une concurrence institutionnalisée. Pas parce que ULA serait moins cher, mais parce que les monopoles sont dangereux pour la sécurité nationale. Cependant, lors des derniers lancements, plusieurs problèmes sont survenus avec les moteurs à propergol solide. Maintenant, la force spatiale américaine les surveille de très près. 2. Et c'est ainsi que l'ULA argumente, avec des profils de mission spécifiques. Pour certaines missions à haute énergie vers des orbites très éloignées. Une niche minimale de quelques lancements par décennie. De plus, la Falcon Heavy peut faire tout cela elle aussi. La plupart des choses peuvent même déjà être faites par la Falcon 9, et désormais il y a aussi New Glenn de Blue Origin. Mais nous en reparlerons plus tard. L'Ariane 6 est la réponse de l'Europe à un problème qui a changé. C'est le lanceur de souveraineté européen. Coût de développement, 4 à 5 milliards d'euros. Prix catalogue, 80 à 120 millions de dollars. Selon la configuration, la charge utile en orbite terrestre basse dans la grande version est de 21 600 kg. Le problème, l'Ariane 6 a été développée pour remplacer l'Ariane 5 et être compétitive face à la Falcon 9. Mais le développement a pris tellement de temps qu'au moment du premier lancement en 2024, la Falcon 9 contre laquelle on voulait rivaliser était déjà bien moins chère et plus fiable que prévu. Une responsable européenne du spatial a déclaré
Ariane 6 est essentiellement la réponse à la Falcon 9 d'il y a 10 ans, un cas classique de courir là où se trouve la balle, au lieu d'aller là où elle sera. La fusée est à usage unique, donc pas d'étage réutilisable. Dans un monde où la réutilisabilité devient la norme, c'est un handicap structurel. Alors pourquoi quelqu'un achèterait-il l'Ariane 6? Les clients institutionnels européens, c'est-à-dire l'ESA, les autorités européennes, les opérateurs de satellites européens, ont pour des raisons politiques et stratégiques un intérêt à préserver l'accès européen. Un peu comme les Américains aussi. Cela peut sembler être une décision irrationnelle. Mais ce que tu vois ici, c'est la souveraineté comme un produit. La New Glenn, le premier lanceur lourd de Blue Origin, a volé pour la première fois en 2024 et a déjà effectué plusieurs lancements réussis. Parmi eux, la mission Escapade Mars de la NASA. La dernière mission du 19 avril, où ils ont réalisé la première réutilisation du booster, s'est déroulée à première vue comme dans un livre d'images. Le booster nommé Never Tell Me the Odds est atterri pour la deuxième fois après une mission réussie sur le navire drone Jacqueline. L'un des deux moteurs de l'étage supérieur BE-3U n'a pas fourni suffisamment de poussée lors de la deuxième mise à feu. En conséquence, le satellite s'est retrouvé sur une orbite trop basse et a désorbité quelques heures après le lancement. La mission était assurée. Cependant, c'est un sérieux revers pour Blue Origin. Même si les revers font partie du jeu, ils font mal et nuisent à la réputation. Surtout lorsque les chiffres des clients en pâtissent. Le client était le satellite Bluebird d'USD Space Mobile. Ils seront également bien plus que marginalement touchés, car ils essaient actuellement de mettre leurs 50 à 80 satellites en orbite aussi rapidement que possible. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est un satellite perdu, et l'une des fusées qu'ils utilisent n'est désormais plus autorisée à décoller. Dis dans les commentaires ce que tu en penses. Le prix catalogue de la New Glenn se situe entre 60 et 90 millions de dollars. La charge utile en orbite basse terrestre est d'environ 45 000 kg en configuration standard. Cela rend la New Glenn extrêmement compétitive sur le papier. Presque 2 fois plus de charge utile que la Falcon 9 pour un prix comparable. Moins de 2000 $ par kilogramme à pleine capacité. Le premier étage est réutilisable et atterrit sur un navire en mer. Similaire à la Falcon 9, le deuxième étage est à usage unique. Le point d'interrogation concernant la New Glenn est le même que pour tout nouveau lanceur. La fiabilité demande du temps. SpaceX avait effectué plus de 300 lancements de Falcon 9 avant que la fusée ne gagne la confiance des clients les plus exigeants. New Glenn vient tout juste de commencer. Pour les clients qui n'ont pas besoin de compter sur une fusée éprouvée, qui sont donc des pionniers ou qui privilégient simplement des prix plus bas, la fusée éprouvée est destinée aux clients. Pour les missions critiques et les délais serrés, la Falcon 9 reste pour l'instant le choix le plus sûr. Mais pour accélérer un peu ce processus de création de confiance, Blue Origin a débauché l'ancien PDG de Lula et lui a confié la mission de décrocher ses contrats institutionnels lucratifs. Et puis, il y a aussi la New Glenn 9x4, une variante prévue avec 9 moteurs au premier étage au lieu de 7. Beaucoup plus de poussée, beaucoup plus de charge utile, aucun prix officiel pour l'instant. Blue Origin communique ici de manière très discrète. Le Japon a développé une nouvelle fusée avec la H3. Le prix visé est d'environ 50 millions de dollars par lancement. La charge utile en orbite basse terrestre, 16 500 kg. Cela aurait été compétitif si le premier lancement en 2023 n'avait pas échoué. 5 missions réussies ont suivi, mais la dernière en décembre 2025 a également échoué. Le Japon établit ici à long terme un accès indépendant pour des missions nationales et commerciales. L'Inde dispose avec leur GSLV et LVM-3 de fusées de classe moyenne solide qui sont de plus en plus commercialisées. OneWeb, par exemple, a réservé plusieurs lancements. Le prix est d'environ 60 à 80 millions de dollars. La charge utile en orbite basse atteint environ 8 tonnes. Nous arrivons maintenant à un segment qui a explosé ces dernières années. Les lanceurs pour petits et très petits satellites. L'Electron de Rocket Lab est le leader du marché dans cette catégorie. Son prix se situe entre 7,5 et 8 millions de dollars. Elle place 300 kg en orbite basse terrestre. Cela fait 25 000 $ par kilogramme. Donc, c'est 8 fois plus cher que les missions de read and share de Falcon 9. Alors pourquoi quelqu'un achèterait-il l'Electron? Parce qu'il veut avoir le contrôle.
En raid des chairs sur Falcon 9, c'est SpaceX qui décide des inclinaisons orbitales et des dates de lancement. Pour celui qui doit placer son satellite sur une orbite héliosynchrone très précise à un moment donné, une mission retardée ou mal placée peut parfois coûter plus cher que la différence de prix. C'est le cœur du marché des petits lanceurs. Ce n'est pas le prix par kilogramme, mais la flexibilité et le contrôle. ESA Aerospace de Munich a tenté en mars 2025 un premier lancement de Spectrum, mais le lanceur est tombé dans la mer peu après le décollage. Une vanne s'est ouverte inopinément, provoquant la perte de contrôle du véhicule. Le second lancement est prévu cette année. Spectrum transporte environ 1000 kg en orbite héliosynchrone, SSO, et ce à un prix cible de 10 000 € par kilogramme, ce qui représenterait un prix de lancement d'environ 10 millions d'euros. Leur deuxième tentative de lancement est imminente. RFR-1 de Rocket Factory Augsburg n'a pas encore volé en orbite non plus. Le véhicule a explosé lors du test de mise à feu statique sur les îles Shetland à Munich. August 2024. L'ESA a tout de même inclus la RFA dans son European Launcher Challenge, avec Isar et 3 autres entreprises européennes. Au total, près d'1 milliard d'euros de subventions. PLD Space, basé à Elche en Espagne, construit la Murat 5, capable de transporter environ 300 kg de charge utile en orbite héliosynchrone. Le premier lancement orbital est encore prévu pour 2026. L'entreprise vient de lever 209 millions de dollars, dont 5 millions provenant de Mitsubishi Electric. L'Espagne a investi plus de 169 millions d'euros de fonds de l'ESA pour PLD. C'est un soutien gouvernemental sérieux. Ce qui relie les 3 petits lanceurs européens, c'est qu'ils n'ont pas encore volé régulièrement. Et c'est le point décisif, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Nous devons désormais regarder vers l'avenir. Relativity Space a arrêté son petit lanceur Terran 1. Il n'a jamais réussi à atteindre l'orbite et travaille maintenant sur la Terran R entièrement réutilisable. Elle devrait pouvoir placer environ 20 tonnes en orbite terrestre basse. Cela se situe dans la même catégorie que la Falcon 9. Mais si elle doit être entièrement réutilisable, elle deviendra probablement aussi beaucoup plus grande. Je me demande quelle méthode ils choisiront pour récupérer l'étage supérieur. Concernant leurs promesses, concernant l'impression 3D, il faut ajouter ceci. Leur objectif initial était de fabriquer une fusée entièrement à l'aide d'imprimantes 3D. L'idée était de réduire des années de fabrication à quelques semaines. Ils se sont éloignés de cet objectif. Il s'avère que certaines choses peuvent finalement être mieux fabriquées avec des techniques de fabrication traditionnelles. Ils n'ont pas de date de lancement officielle ni de prix de lancement garanti. La Neutron de Rocket Lab est le pari le plus ambitieux dans ce domaine. 13 000 kg en orbite basse terrestre. Réutilisation du booster de la fusée. La particularité ici, c'est que la Neutron a un étage supérieur qui n'est pas réutilisable. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la coiffe de la charge utile, en haut. Et contrairement à d'autres fusées qui larguent cette coiffe, celles-ci sont fixées et se referment après la séparation de l'étage supérieur. Leur prix cible se situe entre 50 et 55 millions de dollars. Cela équivaudrait à environ 4 000 $ le kilo. Donc, au même niveau que la Falcon 9, mais avec une fusée plus petite. Le premier lancement était initialement prévu pour mi-2025, puis pour la fin de 2025. Maintenant, c'est prévu pour la mi-2026, les retards s'accumulent. Rocket Lab reste néanmoins largement dans les temps pour un développement aussi complexe. La rampe de lancement à Wallops Island en Virginie est prête. Le premier vol d'essai montrera si les chiffres théoriques se vérifient. Stratégiquement, Neutron est intéressant parce que Rocket Lab est déjà une entreprise déjà opérationnelle et rentable avec Electron. Ils n'ont pas besoin d'histoire pour investisseurs. Ils ont besoin d'une vraie fusée. C'est ce qui les distingue des startups qui dépendent uniquement de revenus futurs. En dehors de cela, ils ont une toute autre activité qui leur donne une assise très solide. Chez eux, tu peux faire concevoir, construire, lancer et exploiter un satellite. Cela semble être un modèle commercial très attractif. Nous devons maintenant parler de Starship. Starship est entièrement réutilisable. Le booster est l'étage supérieur. Ils n'y sont pas encore, mais cela devrait prendre seulement quelques années. Mais même sans la réutilisation de l'étage supérieur, le système Starship peut être utilisé. Et chaque lancement est utilisé pour perfectionner la réutilisation.
Ainsi, je dirais que Starship arrivera sur le marché plus tôt que beaucoup ne peuvent l'imaginer. Il doit transporter au moins 100 tonnes en orbite basse en version réutilisable. Jusqu'à 250 tonnes si l'on renonce au retour. À titre de comparaison, l'ensemble de la Station spatiale internationale pèse environ 420 tonnes. Avec le ravitaillement en orbite, Starship devrait être capable d'amener les 100 tonnes mentionnées à la surface de la Lune et de Mars. Les versions ultérieures pourront même en transporter davantage. Elon Musk parle à long terme d'un prix de lancement inférieur à 10 millions de dollars. Dans un avenir plus réaliste, donc dans les prochaines années, avec une réutilisation partielle et une cadence croissante, on parle de 100 à 200 dollars par kilogramme. À titre de comparaison, la navette spatiale coûtait 54 500 dollars par kilogramme. Si ces chiffres sont atteints, ne serait-ce qu'approximativement, Starship va fondamentalement transformer l'ensemble du secteur spatial. Des satellites impossibles à construire aujourd'hui à cause du coût du lancement deviendront soudain économiquement viables. Des missions vers la surface de la Lune, vers des astéroïdes ou vers Mars deviendront abordables pour des acteurs privés. Le télescope spatial James Webb a dû être replié pour 10 milliards de dollars parce que l'Ariane 5 n'était pas assez grande. Dans Starship, il tient sans être replié. Imaginez seulement tout ce qui deviendra possible grâce à cela. Ce n'est pas du matériel publicitaire, ce sont les conséquences physiques d'une fusée très très grande, très bon marché et entièrement réutilisable. D'ailleurs, si Starship vous fascine autant que moi, alors nous avons quelque chose pour vous. Bientôt, ces modèles Starship en édition limitée seront en vente sur notre boutique en ligne. Certains sont déjà réservés. Vous pouvez les réserver par email si vous le souhaitez. Certains sont déjà partis. Pour la fabrication, nous avons utilisé le Prusa Core One. Il est parfaitement adapté à la production en petite série. Et pour ceux qui peuvent encore attendre un peu, le SLS arrive ensuite. Restez avec nous. Les liens de l'imprimante et du modèle sont en description. Revenons à Starship. Starship n'est pas encore en service commercial. Les premières missions commerciales débuteront en 2027. L'une des premières charges utiles, la Superbird 9 d'un fournisseur japonais, est construite par Airbus Defence and Space à Toulouse, en France. La fiabilité doit d'abord être prouvée par des lancements, pas par des promesses. Cela vaut pour tous les prestataires de lancement. Et le prochain lancement de Starship, donc le vol 12, pourrait déjà avoir lieu début mai. Il nous reste à discuter de la Russie et de la Chine. Deux marchés que tu ne peux généralement pas utiliser de toute façon. Nous allons quand même les examiner. Soyouz 2 coûte historiquement environ 4 850 millions de dollars. Elle met environ 8,2 tonnes en orbite basse. Le rapport qualité-prix avant la guerre était déjà correct. Après février 2020, elle n'était plus disponible pour les clients occidentaux, ni légalement, ni politiquement. Le Proton M de la Russie était la fusée lourde pour les missions GTO, et elle est en train d'être retirée, car elle n'a plus de position pertinente sur le marché. En d'autres termes, personne n'en a besoin. La Chine possède toute une famille de fusées longue marche, allant des petites aux variantes super lourdes. La Longue Marche 3B pour les missions GTO coûte environ 70 millions de dollars. Moins cher que l'Ariane 6, plutôt comparable à la Falcon 9. La charge utile vers le GTO est de 5500 kWh. Le problème pour les clients occidentaux. La plupart des satellites occidentaux contiennent des composants américains ou sont construits pour des institutions américaines ou alliées. Et l'ITAR, la réglementation américaine sur le trafic international d'armes, interdit dans de nombreux cas le lancement sur des lanceurs chinois ou russes. Il faut respecter la réglementation américaine lors de l'utilisation de ces composants. A effectué plus de 90 lancements en 2025, c'est énorme et cela montre la capacité. Mais ce marché est tout simplement inaccessible pour la majeure partie de l'industrie occidentale des satellites commerciaux. Voici la partie absente de toute simple comparaison de prix, à savoir les considérations stratégiques qui se cachent derrière la décision de choisir, au final, tel ou tel lanceur. L'orbite d'abord. Avant même de considérer un fournisseur, on définit le profil de la mission. Quelle inclinaison, donc l'inclinaison par rapport à l'équateur, quelle altitude, quelle heure locale au SSO, quelles exigences d'orbite de transfert, etc. Cela exclut immédiatement une grande partie des fusées disponibles. Dédiées ou en lancement partagé. Le lancement partagé coûte moins cher au kilo, mais suit l'orbite du client principal.
Celui qui doit atteindre précisément son orbite paie pour une mission dédiée. Celui qui est flexible ou qui a son propre moteur économise considérablement avec le lancement partagé. La fiabilité coûte plus cher que le prix. Si ton satellite coûte 50 millions de dollars et qu'il est perdu sur un lanceur bon marché mais non éprouvé, la réduction de 5 millions sur le lanceur n'était pas une bonne affaire. Les primes d'assurance en tiennent compte. Un lancement sur la Falcon 9 est moins cher à assurer qu'un lancement sur un lanceur qui n'a effectué que 3 vols. Dann die geopolitische Exposition. Après 2022, tous ceux qui dépendaient de Soyouz ont appris. La capacité de lancement ne doit pas être un point de défaillance unique. Pour les missions critiques, la sécurité nationale et les grandes constellations, il faut soit plusieurs fournisseurs qualifiés, soit accepter consciemment le risque. Calendrier et disponibilité. La Falcon 9 vole plusieurs fois par semaine. New Glenn, une fois par mois. Neutron n'a pas encore été trouvé. Si la date de lancement de ton satellite dépend d'une fenêtre, par exemple, un neutron n'a pas encore été trouvé. La capacité de neutron au bon moment est plus décisive que le prix. Flexibilité des contrats neutrons. SpaceX est connu pour ses conditions contractuelles relativement rigides, surtout pour les petits clients. Les petits fournisseurs sont beaucoup plus flexibles à cet égard. Pour les missions expérimentales ou les instituts de recherche qui changent souvent leurs exigences, cela peut être pertinent. La souveraineté comme produit. Cela peut sembler abstrait, mais les institutions européennes, les autorités japonaises, les organismes publics indiens ainsi que les Américains eux-mêmes ont tous un intérêt légitime à ne pas dépendre exclusivement d'une entreprise américaine. Ce n'est pas irrationnel, c'est une gestion des risques géopolitiques. Et c'est pour cela qu'il y a Ariane 6 H3 et l'European Launcher Challenge, même si la Falcon 9 est moins chère. Que signifie cela aujourd'hui ? Nous vivons ce bref moment historique où les coûts d'accès à l'espace chutent fortement, mais pas encore de façon uniforme et fiable chez tous les fournisseurs. SpaceX a une avance structurelle et technique. Plus de 600 lancements d'expérience au compteur des boosters réutilisables avec 34 vols ou plus, une cadence hebdomadaire, cela ne se rattrape pas en 2 ou 3 ans. En même temps, un marché avec un fournisseur qui contrôle les 2 tiers des lancements orbitaux mondiaux n'est pas une situation saine pour l'ensemble du secteur. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux États et investisseurs privés continuent d'investir dans des concurrents. Non pas parce qu'ils pensent battre SpaceX, mais parce qu'ils veulent à tout prix empêcher une situation de monopole. Et c'est très bien ainsi. Il n'y a rien de pire qu'un monopole. Et Starship, si cela fonctionne, ne change pas seulement la donne pour les opérateurs de satellites. Cela la change pour les missions lunaires, pour les télescopes scientifiques, pour la fabrication industrielle en orbite, pour tout ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent parce que c'était trop cher. La navette spatiale coûtait 54 500 $ par kilogramme. La Falcon 9 est autour de 3 000 à 4 000, Starship vise moins de 100 et ça arrive vite. Le monde n'est pas encore prêt. L'espace devient abordable. Pour qui et à quelles conditions, c'est la prochaine décennie qui le décidera. Si tu veux approfondir les différentes fusées ou la question de la souveraineté européenne, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Un grand merci à Poussa. Sans son soutien, cette chaîne serait très différente. Je m'appelle Sirvan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Spera spera ad astra. Priorise, 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 prioriser. Prioriser, prioriser, prioriser. J'espère que je ne connaîtrai plus ce mot. L'orbite SSO. L'orbite SSO. On l'appelle SSO.